Enregistre bien. Ah, ça y est, là, c'est enregistré alors. Oui. Bon, ben, on peut peut-être commencer. S'il y en a qui nous rejoignent, ça sera pas un problème, hein. Pas Voilà. du tout. On commence. Allez. Alors bonjour et bienvenue à ce webinaire organisé par Zaptax, Expat Pro et Expat Parents, au cours duquel Jean-Marie Baudon, cofondateur de Zaptax, va nous expliquer tout ce que nous devons savoir sur la détaxe et comment en bénéficier. Bonjour Jean-Marie. Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Jean-Marie, tout d'abord, pourriez-vous vous présenter et nous expliquer ce qu'est la détaxe et qui peut en bénéficier? Alors oui, donc je suis Jean-Marie, je suis basé à Bruxelles. La détaxe, c'est quoi? C'est la possibilité pour des voyageurs qui viennent de pays hors de l'Union européenne, qui rentrent dans l'Union européenne et qui font des achats et qui payent donc la TVA sur ces achats, de récupérer cette TVA lorsqu'ils repartent avec les articles dans leur bagage personnel vers leur pays de résidence hors de l'Union européenne. Donc, l'idée derrière la détaxe, si vous voulez, c'est en fait la TVA, c'est ce qu'on appelle une taxe à la consommation. Et en fait, elle est liée, bon là je rentre un peu dans la technique, mais je pense que c'est intéressant pour que les gens comprennent le contexte. Donc, c'est une taxe à la consommation et elle est liée au fait de consommer les articles sur un territoire fiscal donné. Et le territoire fiscal en question, c'est les 26 pays de l'Union européenne. Et donc, à partir du moment où la consommation se fait en dehors de ce territoire fiscal, par définition, quand un voyageur récupère ces marchandises, il les prend avec lui et les emmène hors de l'Union européenne, la consommation se fait hors du territoire fiscal. Et donc, cette TVA qui a été payée dans un des pays de l'Union européenne, elle est en fait récupérable une fois qu'on sort avec les articles. La difficulté, c'est comment prouver que ces articles sont sortis du territoire fiscal de l'Union, et c'est là qu'entre en ligne ce mécanisme de la détaxe. Pourquoi? Parce que tant que vous n'êtes pas reparti avec les articles, eh bien, vous ne pouvez pas apporter la preuve que les articles ont été effectivement exportés. Et donc, comment ça se passe concrètement? Classiquement, c'est que vous allez devoir faire valider un document au point de sortie de l'Union européenne, par exemple Charles de Gaulle ou l'aéroport de Bruxelles, par les douaniers. Et en fait, ce document qui reprend une série de données, notamment les articles, votre nom, votre adresse de résidence hors de l'Union européenne, le prix des articles, ce document tamponné par les douaniers est en fait un document officiel douanier, une preuve d'exportation qui justifie l'exportation des biens. Et c'est sur base de ce document qu'en fait, vous allez pouvoir récupérer la TVA auprès du commerçant. Donc ça, c'est un petit peu le principe. Donc c'est ce qu'on appelle de la grande exportation vers un pays hors de l'Union européenne, et donc qui justifie le non-paiement de cette TVA ou la récupération de la TVA dans le cadre d'un voyageur. Donc, je pense que c'est important de bien rappeler parce que je constate souvent qu'il y a encore beaucoup de personnes qui vivent à l'étranger et qui ne le savent pas, que ce système-là fonctionne bien sûr si on réside, si on est résident en dehors de l'Union européenne. Voilà. Tout à fait, Catherine. Et ça, c'est… Oui. Et il faut le justifier, je suppose. Donc. Voilà. Et donc ça, c'est très important parce que ce n'est pas toujours évident. Souvent, on a la remarque, notamment de la part de personnes de nationalité européenne qui pensent que qu'ils ne sont pas éligibles parce qu'ils se disent non, moi je suis français, moi je suis belge, donc même si j'habite à Singapour ou aux États-Unis, je ne peux pas faire la détaxe. Non, parce que le critère, effectivement, c'est un critère de résidence. Et donc, si vous êtes évidemment un Chinois qui vit en Chine ou un Américain qui vit aux États-Unis, vous venez en Europe, vous pouvez le faire. Mais si vous êtes un Français ou un Belge résident à Los Angeles ou à Singapour, vous rentrez en France ou en Belgique ou dans un autre pays de l'Union, vous êtes éligible à la détaxe. A contrario, si vous êtes un Chinois travaillant pour une multinationale européenne à Paris, eh bien, quand vous allez pas reprendre l'avion pour retourner en Chine, vous visiter votre famille, vous ne pourrez pas faire la détaxe parce que vous êtes résident en Europe. Alors, quel est le document qui justifie, pour moi c'était la carte consulaire, mais il y en a peut-être d'autres qui justifient la résidence à l'étranger? Alors, c'est une très bonne question. Effectivement, jusqu'il y a peu, la réglementation française
donc la circulaire sur la détaxe, insistait sur la présentation de la carte consulaire. Récemment, ça a été un petit peu assoupli et on peut présenter, en plus de son passeport, d'autres types de documents tels que, par exemple, une green card aux États-Unis ou un permis de résidence ou un permis de travail, ce genre de documents. Par contre, c'est plus compliqué si vous venez, par exemple, avec une facture d'électricité. Ça ne va pas suffire. Donc, il y a eu un assouplissement, ce qui est une bonne nouvelle parce que tout le monde n'a pas sa carte consulaire. Et aussi, très important, je pense, pour un public expatrié, c'est que, parce qu'on le voit sur la plateforme, beaucoup de nos utilisateurs ont en fait une double nationalité. Et si vous avez une double nationalité, vous êtes censé, donc par exemple nationalité française et nationalité israélienne ou libanaise, quel que soit le passeport avec lequel vous voyagez, vous êtes aussi tenu de présenter un de ces documents supplémentaires, carte consulaire ou permis de résidence. Ouais. Alors, ça permet quand même pas de récupérer 2 fois la TVA, alors la double nationalité. Non, pas encore. Donc ça, c'est bien au moment de l'achat, au moment de l'achat que l'on présente ces documents. Alors, dans la détaxe classique, hein, c'est-à-dire, je dirais, où le commerçant fournit lui-même le service de détaxe, effectivement, c'est au moment de l'achat que le commerçant est tenu de s'assurer du respect de la condition d'éligibilité. Il y a un deuxième contrôle qui se fait au niveau du point de sortie ou pas par un douanier. Ça, c'est effectivement dans le système classique. Avec ZapTax, la production, enfin le contrôle d'éligibilité se fait au moment de l'inscription, enfin, de l'enregistrement sur l'application, où là, il y a une procédure où le voyageur doit remplir une série d'informations de profil et fournir les documents dont on parlait. Alors, précisément, voilà, après nous avoir présenté un petit peu ce qu'était la détaxe, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste ZapTax et quel est l'intérêt finalement d'utiliser cette appli pour pouvoir bénéficier de la détaxe, puisque comme vous le soulignez, il y avait autrefois d'autres possibilités de récupérer un bordereau auprès du commerçant chez qui on avait fait nos achats, de le détaxer à l'aéroport, à la douane, etc. Alors, expliquez-nous tout l'intérêt de ZapTax. Oui, alors peut-être la meilleure manière d'expliquer, c'est d'abord de dire, bah, tiens, dans la détaxe classique, comment ça fonctionne. Donc, vous vous rendez dans un commerce en France, par exemple, vous dites, je veux faire une détaxe, et le commerçant va lui-même remplir le formulaire, ce qu'on appelle le bordereau de détaxe, indiquer toutes les informations. Il va vous le remettre en format papier. Vous allez l'emporter avec vous, imaginons, à Roissy, lors de votre départ. Vous allez le faire tamponner par le douanier ou le valider électroniquement. Ensuite, vous allez le retourner au commerçant qui, à ce moment-là, va pouvoir vous rembourser cette TVA. Donc ça, c'est la détaxe classique. Avec ZapTax, c'est un petit peu différent. Donc, vous téléchargez l'application ZapTax et vous créez votre compte et vous vous enregistrez gratuitement. Vous fournissez l'information de profil, le passeport, etc. Et lorsque vous faites vos achats, vous demandez systématiquement au commerçant d'éditer non pas un bordereau de détaxe, mais une facture au nom de notre société, au nom de ZapTax. Le commerçant est en principe tenu de vous remettre cette facture. Une fois que vous avez cette facture, vous la prenez en photo avec l'application. Vous répétez l'exercice lors de vos différents achats. Nous allons collecter ces factures, nous allons les valider, et puis nous allons vous émettre un ou plusieurs bordereaux de détaxe qui seront émis par ZapTax à votre nom, que nous allons mettre à disposition sur l'application et vous envoyer par email. Vous arrivez à Roissy, et là, à partir de votre téléphone, puisque maintenant les bordereaux sont munis de code barre, vous pouvez faire valider votre bordereau avant l'enregistrement électroniquement. Nous sommes notifiés et nous mettons en route le remboursement sur la méthode de remboursement que vous avez indiquée dans votre application. Ça, c'est la manière dont fonctionne l'application ZapTax. Alors, concrètement, les avantages par rapport au système classique, puisque c'était ça, Catherine, votre question. Voilà. Hein. Le système classique n'est pas toujours très simple. Donc. Non, parce qu'il faut collecter des tas de bordereaux, les commerçants ne les ont pas forcément, et après on a tout un paquet, enfin, c'était assez compliqué.
Voilà, donc il y a effectivement cette contrainte-là de la détaxe classique qui est, je dirais, facilitée par Zaptax, dans la mesure où vous allez devoir remplir votre profil une seule fois, alors que dans la détaxe classique, vous allez devoir le faire peut-être 5 fois si vous faites 5 achats dans 5 boutiques différentes, que toutes vos détaxes sont centralisées au même endroit. Donc il y a cette notion de facilité, fluidité, centralité de l'application. Donc ça, c'est un des premiers avantages. Le deuxième avantage, et ça c'est quelque chose, une remarque qui revient souvent de nos utilisateurs, c'est que ça fonctionne dans tous les commerces répartis sur un territoire donné. Je prends l'exemple de la France. En France, vous avez 600 000 commerces répartis sur tout le territoire. Aujourd'hui, ils fournissent un service de détaxe classique environ 30 000 commerçants. Évidemment, tous les commerçants parisiens, les commerçants de la Côte d'Azur, les Alpes, mais une fois que vous aventurez en dehors de ces centres très touristiques, c'est plus compliqué. Avec Zaptax, puisque la seule condition, c'est d'obtenir une facture au nom de Zaptax, en principe, ça fonctionne dans les 600 000 commerces de France, sans exception. Et autre avantage, c'est que ça fonctionne aussi pour vos achats en ligne. Donc, j'ai souvent des coups de fil où des utilisateurs me disent « Tiens, mais voilà, je suis à Singapour, je rentre dans 2 semaines, est-ce que je peux faire un achat sur Fnac ou Cdiscount, me le faire livrer chez ma sœur, je le récupère quand j'arrive en France et je le redétaxe avec Zaptax quand je repars. » Oui, c'est tout à fait possible. Et donc ça, effectivement, c'est aussi très utile pour les utilisateurs. Donc ça, c'est le deuxième avantage, c'est l'universalité de la solution. Troisième avantage, c'est cette notion, vous le verrez, si vous téléchargez l'appli, il y a un petit bouton de chat, de messagerie, ce qui permet à l'utilisateur de poser des questions au fur et à mesure de son trajet de détaxe, à un moment qui lui convient, et ça nous permet à nous d'également pousser de l'information et d'interagir avec ces utilisateurs, ce qui est quand même, je pense, assez, enfin, je le constate en tout cas, c'est très, très apprécié. Pourquoi? Parce que, n'oublions pas, la détaxe, même avec Zaptax, ça reste une procédure administrative. Et peu d'êtres humains aiment bien faire des procédures administratives, d'autant plus quand ils sont dans une situation un peu de stress, c'est-à-dire avant de devoir prendre un avion pour retourner à l'autre bout de la Terre. Donc, ce chat crée du lien, crée de la confiance. Les utilisateurs se rendent compte qu'il y a quelqu'un derrière le service, qu'ils vont avoir des réponses à leurs questions, que s'il y a un problème, il y aura quelqu'un. Donc ça, c'est très, très, très puissant. Avantage supplémentaire que je citerai, c'est qu'on rembourse plus que la détaxe classique. Alors, généralement, c'est entre 15 et 20% en plus de TVA remboursée, et qu'on essaye, dans la mesure du possible, de rembourser très rapidement, ce qui est aussi une demande appréciable, une demande des utilisateurs. Pourquoi? Parce que, imaginez-vous, vous avez passé 15 jours en France, vous prenez votre avion, vous avez passé la sécurité, vous mettez le pied dans l'avion, en fait, vous avez envie que ce truc soit derrière vous, et de pouvoir fermer cette case dans votre cerveau plutôt que de devoir vous dire 15 jours après, tiens, mais je vais vérifier mon relevé de carte de crédit pour voir si l'argent est bien arrivé. Donc, cette rapidité de remboursement est un élément très important. Alors, je dirais enfin, dernier avantage, c'est qu'on permet aussi de consolider des petits achats qui sont en dessous de la limite de 100 €, en dessous de laquelle on ne peut pas éditer un bordereau en France. Donc, si vous faites, par exemple, 2 achats de 60 €, vous pouvez les mettre sur l'application Zaptax et on va vous faire un bordereau à 120 € qui sera au-dessus de la limite. Alors, si vous allez dans un… Pardon, Cécile. Si vous allez dans un magasin avec le système classique, il faut que le montant de vos achats dépasse les 100 €. Avant, c'était même 175, je crois. Il y a pas Tout à fait. longtemps. Tout à fait. Donc, ce qui empêchait d'acheter effectivement des biens qui avaient un coût inférieur. Et par ailleurs aussi, en fonction des types de magasins, je pense par exemple qu'il y a des personnes qui font des achats dans des pharmacies ou des parapharmacies. Souvent, c'était très difficile d'obtenir un bordereau dans ce type de commerce, il me semble, alors que, comme vous le soulignez, avec Zaptax, il suffit d'avoir la facture et ça, on peut l'avoir vraiment partout, quoi. Tout à fait. Oui. Y a-t-il un montant maximum d'achat? Non, il n'y a pas de montant maximum. On pose souvent la question dans le sens inverse, de montant minimum d'achat, mais maximum, effectivement,
Alors, il n'y a pas de montant maximum. Alors, bon, nous, on a déjà eu quelques belles histoires avec des montants significatifs, mais pour l'anecdote, quelqu'un qui a travaillé dans le secteur de la détaxe, m'a raconté chez un des opérateurs, mais c'était il y a longtemps, que sa plus grosse opération, c'était un bijou d'une valeur de plus d'1 million d'euros sur un yacht à la Côte d'Azur et que les douanes s'étaient déplacées sur le yacht pour pouvoir valider le bordereau des taxes. Donc, effectivement, je pense qu'il n'y a pas de limite. Ça peut aller très haut. Une question très pratique, Jean-Marie, quand on est à l'aéroport et qu'on cherche la borne de détaxe, et il y a des bornes de détaxe dans tous les aéroports, est-ce qu'elle se situe toujours près des douanes? Est-ce que vos utilisateurs ont parfois un peu de mal à trouver les bornes? Enfin, moi, ça m'est arrivé, donc voilà pourquoi je pose la question. Oui. Effectivement, ça c'est. Alors, si vous prenez les grands points de sortie, Charles de Gaulle, Orly, maintenant le terminal Eurostar à la gare du Nord, Eurotunnel, il n'y a pas vraiment de problème. Là, généralement, par exemple, vous prenez Charles de Gaulle, dans chaque terminal, au niveau des zones d'enregistrement, vous avez un bureau de douane, c'est souvent très bien signalé. À côté, vous avez plusieurs bornes. Donc ça pose pas trop de problème. Le problème se pose plus au point de sortie où il y a moins de trafic, des aéroports en province ou des points de sortie. Je pense par exemple avec le Brexit, maintenant on a des points de sortie en ferry, où ils n'ont pas tout à fait l'habitude, ou bien avec la frontière suisse, où là il n'y a pas une permanence douanière 24/7, et souvent les bornes sont désactivées quand il n'y a pas de présence douanière. Donc là, ça peut être effectivement un peu plus compliqué. Et nous, de notre côté, on a un travail à faire aussi pour, et c'est en cours de production, pour bien documenter la présence des bornes, exactement où elles se trouvent, les heures de permanence d'une présence douanière, etc. Ouais. Alors, la TVA, sauf erreur, elle est variable en fonction des marchandises, des biens. Il peut y avoir différents montants. Donc, en fait, quels sont les biens qui sont les plus intéressants, au fond, à détaxer? Peut-on tout acheter d'ailleurs? Ah oui, alors, donc, je vais d'abord peut-être répondre à ce point-là. Oui, et c'est une question qui revient souvent. En fait, il y a très peu de limitations. Quasi tout est détaxable, sauf quelques éléments qui paraissent assez évidents, explosifs, drogue, armes à feu. Les tabacs manufacturés, si ma mémoire est bonne, et tout ce qui est lié, tout ce qui est pièces mécaniques de véhicules automobiles, véhicules automoteurs. Mais pour le reste, tout est détaxable. Donc, la nourriture, pharmacie, nourriture, effectivement, ça c'est une question qui revient souvent. Et je pense que beaucoup de gens pensent que la nourriture n'est pas détaxable, et je crois savoir pourquoi. Parce qu'ils s'imaginent qu'en fait, l'importation dans leur pays de résidence peut parfois poser problème. Je pense aux saucissons, au fromage, etc. Par hasard. Voilà, par hasard. Oui. Mais donc, au niveau de la sortie, il n'y a pas de problème. Le problème qui peut se poser, c'est au niveau de l'arrivée. Mais au niveau de la sortie, au niveau de la nourriture, il n'y a pas de problème. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que la nourriture, il y a 2 taux de TVA principaux applicables dans la plupart des pays. En France, c'est 20%, c'est le taux par défaut. Et puis, vous avez un taux réduit à 5,5% pour tout ce qui est nourriture, biens culturels, etc. Voilà. D'accord. Donc, finalement, les choses les plus intéressantes à détaxer. Alors, les choses les plus intéressantes, c'est finalement, la nourriture, c'est moins intéressant. Tout ce qui est produits culturels, les livres, les CD, c'est moins intéressant. Voilà, les montants qu'on va récupérer sont plus négligeables, mais tout le reste, vous êtes matériel informatique, par exemple. Voilà. Ici, donc, oui, nous, on voit passer effectivement, voilà, on a un petit peu appris avec le temps, enfin, on voit un petit peu ce qui passe. Alors, oui, c'est effectivement. Qui passe le plus, oui. Or, ben, c'est beaucoup de produits de pharmacie, ah, oui. beaucoup de produits d'hygiène et de cosmétiques. Et en fait, j'ai été moi-même expatrié, et c'est vrai que ça peut paraître un peu saugrenu, mais c'est vrai que si vous, pendant 20 ans, vous avez été habitué à un dentifrice X, et que dans le pays où vous habitez, ben, vous ne trouvez pas ce dentifrice X, ben, oui, vous allez rentrer, vous allez peut-être acheter un dentifrice de la marque qui est la vôtre. Donc, pharmacie, cosmétiques, produits d'hygiène, informatique, iPhone, ordinateur. Alors, pourquoi l'ordinateur? Eh bien, ça, je pense que c'est à cause du clavier.
parce Bien sûr, qu'effectivement, pour les Français, oui, voilà, voilà. bien sûr. Et puis aussi de se dire, tiens, si j'achète un iPhone, si j'achète un ordinateur, si j'ai un problème, ma base, c'est quand même si je suis expatrié, à terme, c'est quand même peut-être la France ou la Belgique. Et donc, je vais pouvoir m'adresser à un service client dans ma langue, ce genre de choses. Je pense que ça joue aussi. Des Qu'est-ce qu'on voit lunettes? encore? Les Les lunettes lunettes, aussi, par beaucoup de exemple. lunettes, Parfois, beaucoup de lunettes. ça Les peut être… vêtements également, vous voyez Beaucoup de beaucoup de vêtements. vêtements, beaucoup de vêtements. Oui, tout ce qui est Articles de évidemment… sport, j'imagine. Oui, oui, on a beaucoup de décathlon, oui, oui. Oui, on a un peu de tout, hein, mais c'est vrai que… par contre, ce qu'on n'a pas, et ça c'est pour l'instant, c'est parce qu'on s'adresse évidemment à une clientèle expatriée, je dis cela pour les mettre un peu en opposition à la clientèle, je vais dire américaine ou chinoise, qui eux, effectivement, quand ils viennent en France, mais c'est du luxe, c'est beaucoup du luxe. L'expatrié français, quand il rentre à Toulouse, à Bordeaux ou belge, à Gand ou à Liège ou à Charleroi, ben oui, il n'a pas en tête d'aller s'acheter un sac Chanel dans un magasin de luxe. Il a d'autres besoins qui lui viennent à l'esprit. Oui. D'autres priorités. Alors, Voilà. en termes des pays, c'est-à-dire, bon, par exemple, je suis française, j'habite à Singapour, c'est comme vous le disiez, je rentre en France, je peux après donc faire mes achats et les détaxer. Si je vais dans d'autres pays, dans les autres pays de l'Union européenne aussi, je peux faire des achats et les détaxer? Tout à fait. Oui. Dans les 26 pays de l'Union, vous pouvez procéder à des achats et vous pourrez faire valider les bordereaux qui seront remis dans ces différents pays. Ah, attention, l'Europe est toujours en construction et même au niveau de la détaxe, elle est encore loin d'être harmonisée. Et donc, ce qui veut dire que en France, vous avez un système de bordereau électronique qui s'appelle Pablo. En Espagne, vous avez un système de bordereau électronique qui s'appelle Diva. En Belgique, il y a un système de détaxe électronique. Les Belges ne se sont pas foulés, qu'ils ont appelé e-détaxe. Mais le souci, c'est que si vous obtenez un bordereau dans un de ces pays, je vais prendre un exemple, vous faites un achat au Galeries Lafayette, vous obtenez un bordereau avec un code barre français, ben ce code barre ne va malheureusement pas fonctionner sur les bornes qui sont installées à Bruxelles ou à Madrid. Et donc là, vous devrez passer chez le douanier pour faire tamponner avec un bon vieux tampon ces bordereaux qui viennent d'autres pays. Et avec Zaptax, donc… Et avec Zaptax aussi? Voilà. Et avec Zaptax aussi, donc nous sommes actifs pour vos achats en France, en Belgique et en Espagne. Et donc, effectivement, si avec Zaptax, vous faites un achat en Espagne, mais que vous partez de CDG, ben oui, vous devrez faire tamponner le bordereau par un douanier français. Et vous devrez donc trouver une solution pour l'imprimer. Bon, aujourd'hui, pour l'instant, ça représente qu'une toute petite fraction de nos transactions. On a des solutions, il y a des solutions juridiques pour permettre comment dirais-je, de passer outre cette contrainte. On travaille dessus. D'accord. Et Jean-Marie, sous combien de temps récupère-t-on la TVA en moyenne? À partir du moment où le process est terminé, où on a passé la borne avec son bordereau, donc en ayant présenté sa facture globale Zaptax? Alors, en principe, c'est très important que je précise en principe, donc ce que notre promesse de nos utilisateurs, c'est 24-48 heures. Ah, c'est extrêmement rapide. Oui, oui, donc nous, en fait, oui, puisque nous sommes notifiés, en tout cas en cas de validation électronique, on est notifié dans les minutes qui suivent la validation. En cas de validation manuelle, on demande au voyageur de prendre une photo du bordereau tamponné, donc ça, c'est généralement, le voyageur le fait assez vite, et on met le remboursement en route. Maintenant, ce qui se passe, c'est que il faut comprendre au niveau de la mécanique du fonctionnement de Zaptax, c'est que la TVA que nous remboursons à nos voyageurs, nous ne la récupérons pas auprès du commerçant, mais nous la récupérons auprès des autorités fiscales dans les différents pays. Et là, effectivement, ça peut prendre un peu plus de temps. Mais ce que nous faisons, c'est que nous préfinançons le remboursement avec le voyageur en attendant de récupérer la TVA du Trésor public. Et évidemment, comme nous connaissons une croissance assez significative, il y a un moment où notre bas de laine qui nous permet de préfinancer les remboursements est à sec. Et à ce moment-là, effectivement, les délais s'allongent. Je pense aussi en fonction de la période de l'année. Bon, il y a des périodes qui doivent être très, très chargées et je pense que c'est un peu plus lent dans ces périodes-là pour récupérer la TVA.
Voilà, donc on doit un petit peu, et c'est prévu pour cet été, un petit peu adapter notre communication par rapport à nos utilisateurs pour les prévenir que cela peut arriver. Euh, et oui, donc on doit effectivement leur communiquer que c'est quelque chose qui peut arriver en fonction de la saison, enfin de la période de l'année. Mais ce n'est pas 3 mois. Non, c'est pas 3 mois, mais effectivement, quand la situation est très, très, très tendue, ça peut être plusieurs semaines. D'accord. Mais voilà, notre volonté, et on a des solutions en vue, mais ça met un peu de temps pour se mettre en place, parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment, je pense, de nouveau, hein, dans ce contexte de procédure administrative, dans un moment un peu compliqué pour une personne, c'est quelque chose de très appréciable pour les voyageurs d'être remboursés rapidement. Alors, il y a aussi quelque chose que je me permets de rappeler pour ceux qui ne pensent pas forcément, l'importance quand même du fait que c'est indispensable d'avoir les objets avec soi lorsqu'on quitte le pays. C'est-à-dire que on parlait tout à l'heure de nourriture. On parlait tout à l'heure de nourriture. On ne va pas amener la facture de tout ce qu'on a mangé pendant l'été en espérant le faire détaxer à la sortie. Enfin bon, c'est une question de Candide, mais pour des gens qui connaissent mais pas. Il y a des contrôles. Il y a des contrôles aux douanes. Il faut du coup pouvoir emporter l'objet. C'est des objets normalement on est censé emporter avec soi lorsqu'on quitte la France et qu'on est censé pouvoir, enfin même pas censé, qu'on doit pouvoir montrer aux douaniers en cas de contrôle, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. Donc, il y a trois critères de base, enfin, 3 conditions à respecter pour la détaxe. Le premier, on en a déjà parlé, c'est la résidence hors de l'Union européenne. Le deuxième, c'est qu'il faut détaxer les articles dans les 3 mois de l'achat. Oui. Et le troisième, c'est qu'il faut emmener les articles dans ses bagages personnels. Et donc, ça veut dire que le douanier peut vous demander de montrer un ou plusieurs articles qui figurent sur vos bordereaux. Et c'est vrai que vous disiez tout à l'heure, Catherine, les candides, mais oui, moi j'interagis beaucoup avec les utilisateurs et la plupart du temps, ils sont de bonne foi. Mais c'est clair que de temps en temps, on voit passer une facture avec des salades et des yaourts, et alors on pose la question aux voyageurs, assurez-vous bien de prendre tous les articles avec vous. Et on a une possibilité sur l'application de supprimer une ligne si le voyageur nous communique. Si le yaourt est périmé. Voilà. Et Jean-Marie, pour des jeunes qui étudieraient à l'étranger, qui sont donc résidents à l'étranger, puisqu'ils y étudient souvent 1 an, 2 ans, 3 ans ou plus, est-ce que c'est la même procédure? Ils peuvent utiliser Zaptax de la même manière Tout à fait. en justifiant de leur résidence à l'étranger Oui. par le biais de leurs études. Ils n'y travaillent pas. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Ils sont résidents hors de l'Union européenne. Ils ont un document qui leur permet d'attester de cette résidence et il n'y aura pas de souci. Effectivement. Donc, mais si vous partez 3 mois en Erasmus, là, vous n'êtes pas résident. Non, bien sûr. Voilà. Il y a une condition, en tout cas dans la circulaire française, c'est un délai de plus de 6 mois. Mhm. Ah oui. D'accord. Voilà, maintenant, pour revenir à la question des contrôles, évidemment, nous n'avons pas connaissance des algorithmes des douanes et on comprend aisément pourquoi ils ne vont pas nous communiquer l'algorithme qui déclenche les contrôles. Mais bon, avec les volumes et les statistiques, on se rend quand même plus ou moins compte des critères. Bon, il y a un critère aléatoire, hein, de toute façon. C'est un peu une loterie, mais il y a aussi des critères qui sont liés au montant, qui sont liés à la nature des articles et qui sont liés à la fréquence d'utilisation. Parce que vous avez des détaxeurs compulsifs. Hein. D'accord. Voilà. Mais ça, le douanier ne le sait pas forcément. Enfin... Non, c'est la machine, c'est l'algorithme qui définit cela. Et qui, de temps en temps, la borne, au lieu de tourner vert, elle tourne rouge. Elle se met à clignoter et à flasher. Voilà. Ah oui, alors vous avez un message qui dit vous êtes invité à vous présenter à un douanier pour un contrôle de routine. Alors, parmi les difficultés qui peuvent se présenter, soit au moment des achats ou au moment de la détaxe, il y en a une question moi, qui m'est souvent posée, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe si le commerçant refuse
d'éditer une facture, puisqu'il faut qu'elle soit éditée au nom de Zaptax. Apparemment, il arrive que certains commerçants refusent, en fait. Oui, Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut effectivement. faire? Alors, donc moi, le conseil que je donne toujours aux utilisateurs, c'est d'abord, quand une personne veut utiliser Zaptax dans un commerce, c'est de ne pas préciser que la demande de facture est liée à une apparition des taxes. Ce n'est pas qu'on veut cacher quelque chose. C'est simplement que beaucoup de commerçants qui sont habitués à faire la détaxe classique via leur propre système, quand ils se trouvent devant un voyageur qui dit bah, « Tiens, moi je voudrais faire une détaxe, pouvez-vous me faire une facture au nom de Zaptax ?» Le commerçant dit « Attendez, non, ce n'est pas comme ça qu'on fait une détaxe. Je vais vous expliquer comment il faut faire, il faut un passeport, je vais vous le faire, etc. etc. » Et donc, ce que je dis, c'est au moment de l'achat, au moment du paiement, vous dites « Pouvez-vous m'éditer, s'il vous plaît, une facture au nom d'une société, avec une facture avec TVA au nom d'une société? Voici le nom de la société. » Donc ça, c'est le premier petit conseil. Alors, au niveau des problèmes de l'obtention de factures, ça peut être, c'est souvent lié à une méconnaissance du personnel du magasin ou à des contraintes liées au logiciel de caisse qui ne permettent pas l'édition d'une facture. Donc, il y a plusieurs petites astuces qu'on peut utiliser. Une des astuces, c'est quand un commerçant n'est pas en mesure d'éditer une facture, c'est de lui demander s'il peut éditer une mention imprimée sur le ticket. Et si, avant d'imprimer son ticket, le commerçant peut indiquer le nom de Zaptax et l'adresse de Zaptax, ce ticket va sortir avec les coordonnées de Zaptax et toutes les mentions prévues par le Code général des impôts pour que ce soit considéré comme une facture seront à ce moment-là présentes et ce ticket vaudra facture. Ça, c'est un premier conseil. Deuxième conseil, c'est que beaucoup de commerçants ont des systèmes de compte client, compte de fidélité. Et donc, imaginons que vous allez chez un commerçant chez qui vous avez un compte de fidélité, et souvent le nom et l'adresse du client est imprimé sur le ticket. Ce que vous pouvez faire à ce moment-là, c'est demander au commerçant d'adapter les données de ce compte client et de mettre par exemple Madame Durand / Zaptax, de mettre l'adresse ou le code postal et le nom de la ville, et à ce moment-là, le ticket sortira avec un compte client qui est Madame Durand / Zaptax. Ça, c'est un deuxième petit conseil. Ou si vous n'avez pas de compte client, vous demandez au commerçant de créer un compte client au nom de Zaptax et à ce moment-là, à nouveau, le ticket sortira avec le bon compte client. Si tout cela ne fonctionne pas, à ce moment-là, on autorise à titre exceptionnel que vous utilisiez soit une facture à votre nom, soit le ticket de caisse qu'on vous demande à ce moment-là d'annoter avec une mention achetée au nom de Zaptax, de le signer, et nous prendrons en considération ce ticket en lieu ou cette facture à votre nom en lieu et place d'une facture au nom de Zaptax. Voilà, mais c'est quand même à titre exceptionnel. Voilà, je tiens à préciser que cela doit rester exceptionnel. Oui, un ticket sur une transaction sur 10 ou sur 15, c'est acceptable, mais il ne faut pas que ça s'inverse, puisque on voit bien que, de nouveau, statistiquement, les voyageurs obtiennent des factures adressées au nom de Zaptax. Très bien. Alors, est-ce qu'il y aurait d'autres… Est-ce qu'il y a d'autres problèmes qui peuvent surgir pendant la démarche sur lesquels vous auriez des conseils à donner? Oui, effectivement. Un des soucis que l'on rencontre et qui est malheureusement totalement indépendant de notre volonté, c'est que, je l'ai évoqué brièvement tout à l'heure, c'est le fait que les bornes sont désactivées, les douaniers ne sont pas là. Et alors là, moi, ce que je dis toujours aux voyageurs qui m'appellent ou qui nous envoient des messages là, c'est essayez toujours d'obtenir cette validation avant de quitter le territoire de l'Union européenne. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous êtes de l'autre côté, vous avez moins d'effet de levier, vous ne savez plus peser sur les choses. On va vous aider, mais ça devient beaucoup plus compliqué. Donc ça, c'est toujours le premier conseil. Deuxième conseil, si vous n'y arrivez pas, documentez. Prenez des photos de vous devant le bureau de douane fermé. Parce que les douaniers sont sympathiques, hein, ils sont bienveillants, mais ils ne se prononcent jamais sur un acte de bonne foi.
c'est toujours sur des preuves, donc documentez, prenez des photos, etc., etc. Et puis, il y a une procédure, effectivement, qu'on appelle la procédure de validation a posteriori, qui est assez lourde, mais on aide les voyageurs à naviguer dans cette procédure, qui nécessite d'obtenir dans son pays de résidence une attestation d'arrivée des articles sur le territoire du pays de résidence, ça se fait généralement au consulat, et puis d'introduire un petit dossier auprès des douanes en France pour obtenir cette validation a posteriori. C'est assez laborieux, mais c'est la seule solution. C'est pour ça que je conseille toujours, surtout quand on part de points de sortie un peu plus délicats, d'abord de donner peut-être un petit coup de fil aux douanes avant pour savoir quand ils sont là, si la borne est activée, etc. D'arriver peut-être un petit peu plus tôt. Voilà. Mais bon, c'est de nouveau, ça concerne une toute petite proportion des transactions, puisque la majorité des gens partent des grands points de sortie. Alors, c'est l'occasion de souligner voilà, que votre service client est très efficace et très sympa en plus. Et je crois que de nombreux utilisateurs qui ont eu recours s'en félicitent et vous en félicitent. Vous Merci. disiez effectivement qu'il y a une possibilité de vous contacter à tout moment, justement, en cas de difficulté dans la procédure. Donc, je pense que c'est important de le souligner parce qu'effectivement, l'utilisateur n'est pas tout seul et livré à lui-même, mais il peut bénéficier de vos conseils, de votre aide en cas de besoin. C'est quand même précieux. Oui. Oui, surtout comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'une fois qu'on a mis le pied dans l'avion, on est démuni. Hein. Ça devient un peu plus compliqué. Donc oui, on est là pour résoudre les problèmes et on a développé au fil du temps un bon relationnel avec les douanes en Belgique, en France, en Espagne, ce qui nous permet aussi on a une oreille attentive quand des problèmes se posent et on parvient à débloquer des dossiers parfois compliqués. Alors, je vois qu'on a quelqu'un là qui est parmi nous et qui a peut-être des questions à poser parce qu'elle ne connaissait pas encore trop les principes de la détaxe, là c'est Claire. Je ne sais pas si Claire a des questions à poser à Jean-Marie, peut-être si on peut lui rétablir son micro. Claire? Ça y est, je viens de rétablir mon micro. Je vais essayer de Voilà, mettre alors, une profitez-en si vous caméra. avez des C'est questions. plus sympa. Non, la caméra, je ne peux pas. Mais je mets le micro. On vous entend. Oui, j'ai quelques questions. Je vous écoute. On vous écoute. Alors, vous disiez tout à l'heure que dans le cadre de la détaxe classique ou via Zaptax, on ne récupère pas 100% de la TVA. Juste, comme je ne connais pas, je ne sais pas quel est le principe. En fait, qu'est-ce qu'on peut récupérer? Ça, c'était ma première question. C'est effectivement une question qui fait sens et que nous aurions dû aborder. Effectivement, le business model de Zaptax, le téléchargement de l'application est gratuit, mais nous prélevons une commission sur le montant de la TVA remboursée. Donc, on a une échelle progressive en fonction d'ailleurs, c'est un des autres avantages de Zaptax, c'est qu'on va globaliser tous vos achats sur un même voyage pour déterminer à quel palier de remboursement vous vous situez. Et ces remboursements vont jusqu'à 90% de la TVA. Et en moyenne, statistiquement, sur tous les paniers qui passent, enfin, sur tous les voyageurs qui passent, on est à 85% de TVA remboursés, alors que le standard de la détaxe en France en boutique, c'est 72%. Donc, on est 13 points de pourcentage plus haut que le standard en France. Donc, outre la simplicité de passer par Zaptax, il y a aussi l'intérêt de finalement pouvoir récupérer davantage de TVA que le système classique. Oui. Ok, d'accord. Très clair. Qu'est-ce que une question? Oui, le compte bancaire du coup qu'on doit fournir à Zaptax, ça doit être un compte bancaire français ou du coup un compte bancaire du pays de résidence? Non, ça peut être un. Il n'y a pas de. On préfère, enfin, je dirais le plus facile pour nous et le plus rapide, c'est un RIB. Et la plupart des expatriés ont toujours un RIB en France. Maintenant, on rembourse aussi tous les jours sur des comptes
bancaires un peu partout dans le monde. Oui, donc moi, ça, français, c'est plus simple. C'était juste savoir si c'était dans la mesure où on doit avoir résidé à l'étranger, il y avait peut-être quelque chose lié au compte bancaire pour prouver que c'est bien à l'étranger. En fait. Mais non, ça, c'est pas… Non. Et on rembourse aussi sur compte PayPal et bientôt, normalement, dans les semaines qui viennent, sur carte bancaire aussi. Ouais. D'accord. Troisième question. Nous sommes en famille, donc moi et mon époux, on ne voyage pas toujours ensemble. Est-ce qu'il faut avoir chacun son compte? Ou c'est pas au nom de la famille, c'est individuel, j'imagine, ou comment ça fonctionne? Oui, donc effectivement, très bonne question, et c'est quelque chose qui arrive assez souvent. Alors, ça arrive dans les familles. Parfois, ça arrive parce que on voyage à des moments décalés. Parfois, ça arrive aussi parce que monsieur ou madame s'occupe des affaires de monsieur ou madame. Voilà. Je connais. Donc, alors là, il faut être un petit peu prudent. Et moi, ce que je conseille toujours, c'est de créer 2 comptes. Pourquoi? Parce que si vous voyagez ensemble, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est important, c'est que la personne dont le nom figure sur le bordereau soit la personne qui présente le bordereau à la validation. Ce qu'il faut éviter, c'est une situation où on a créé un compte pour monsieur, mais monsieur, finalement, c'est madame qui voyage et elle prend les bordereaux qui sont au nom de monsieur, et monsieur, lui, il est déjà dans le pays de résidence, et puis on se présente et ce n'est pas le bon nom, et puis ça part, ça prend une mauvaise direction. Donc, l'idéal, c'est de créer 2 comptes. Oui, voilà. Ouais. Et à ce moment-là, on utilise le compte de celui qui fait les achats ou de celui qui transporte les biens? Ça peut être différent aussi. Oui, mais imaginons que si vous créez un compte au nom de monsieur et un compte au nom de madame, monsieur peut faire des achats, partir une semaine avant sans détaxer parce que madame a plus de place dans ses bagages. Et à ce moment-là, c'est sur le compte de madame qu'on va télécharger les factures et que les bordereaux vont être édités. Donc, davantage sur le compte de celui qui transporte les biens. Non, c'est pas davantage, c'est absolument. Obligatoirement. C'est obligatoirement, oui, parce que sinon, vous risquez d'avoir le mauvais nom sur le bordereau au moment où vous le présentez. Oui, parce que ce bordereau, si j'ai bien compris, est généré par l'application au moment où on déclare l'achat, et c'est là que le bordereau est édité, et c'est ce bordereau qu'on présente en douane. Voilà, le bordereau contient votre nom, votre numéro de passeport, votre adresse de résidence, une description de tous les articles avec leur prix, le montant de TVA, le montant de la détaxe et un code barre. Okay. Si on fait des achats, par exemple, pendant un mois, est-ce qu'il faut vous envoyer toutes les preuves d'achat à la fin? Ou est-ce qu'on peut vous envoyer les preuves d'achat au fur et à mesure? Elles sont consolidées, mais à quel moment? Quand on vous dit « ça y est, j'arrête d'acheter » Alors, vous pouvez… Donc, moi, ce que je conseille toujours, c'est au fil de l'eau de télécharger ces factures parce que ça nous donne un peu plus de visibilité sur vos transactions. Et puis, vous pouvez, une fois que vous avez terminé vos achats, vous-même déclencher la production du bordereau. Si jamais vous ne le faites pas, de toute façon, à un moment, on va voir votre date de départ, puisque ça, c'est une information qu'on demande dans l'application, c'est d'indiquer la date à laquelle vous avez quitté le territoire. On va voir cette date et à un moment, on va vous envoyer les documents pour être sûr que vous les ayez. Ouais. Bien, je ne sais pas si Claire a encore une question. Peut-être une, mais effectivement, je pense que ce qu'il faut, c'est trouver la douane. Donc, moi, je suis française, j'habite à Bruxelles et je pars à Londres, mais on fera des voyages et sur la Belgique et sur Londres. Mais on peut voyager du coup en avion, en train, en bateau potentiellement. Et je pensais, si j'achète un vélo, par exemple, qui est quand même pas simple à transporter, mais qui peut être transporté en bateau ou en train, ça, ce serait tout à fait quelque chose qu'on peut tout à fait détaxer. Tout à fait. Et d'ailleurs, j'ai oublié de le citer, il y a beaucoup de vélos qui passent aux ZapTax. Étonnamment, oui et non, mais au départ, ça m'avait beaucoup étonné. Beaucoup de vélos, des vélos assez chers pour des gens qui font du sport dans leur pays de résidence. Oui, il y a pas mal de vélos qui passent. Oui, parce que j'avais pensé à acheter un vélo électrique, mais soit je l'achète avant de partir, soit je l'achète sur place, soit j'attends d'être sur place et je l'achète à Bruxelles lors d'un déplacement et je le ramène. Oui, aucun problème. Donc ça marche, d'accord. Alors, on ne peut pas utiliser ça au moment du déménagement, par exemple? Alors, ça, donc…
Je pense au vélo, en fait. Je pense au vélo. On achète le vélo avant de partir, on le met dans le container. Est-ce qu'on peut mettre sur Zaptax? S'il faut résider déjà depuis plus de 6 mois dans le pays, oui, effectivement. Non, attention. Justement, là, c'est une bonne question. Donc, dans ce cas-là, le régime qu'on appelle le régime des bordereaux de vente à l'exportation, qui est le régime pour les voyageurs qui emmènent les articles dans leur bagage personnel, ne peut pas s'appliquer, puisque, par définition, les affaires sont dans le conteneur. Oui, c'est pas avec moi. Mais, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de l'exportation, vous avez deux régimes. Vous avez le régime des bordereaux pour les voyageurs, qui est en fait un régime d'exception, enfin, qui est un régime secondaire, et vous avez le régime général de l'exemption de TVA quand les articles sortent de l'Union européenne, qui est le régime qui est appliqué par toutes les entreprises où vous exportez dans un container ou par colis ou par avion ou sur palette, etc. Et là, les conditions d'éligibilité ne sont pas les mêmes. Vous ne devez pas être résident hors de l'Union européenne, vous ne devez pas le faire dans les 3 mois, vous ne devez pas transporter les articles avec vous. Donc là, la condition, c'est les marchandises sortent de l'Union européenne. Donc, nous avons un service pour ça, si certains de vos auditeurs sont intéressés. Évidemment, ça ne se passe pas sur l'appli. Pour l'instant, on le fait en manuel, mais nous pouvons vous aider à détaxer tout ce que vous mettrez dans votre container si vous partez en mission à l'étranger, pour autant qu'à la source, vous obteniez une facture au nom de Zaptax. Donc, ça ne marchera pas pour les biens d'occasion ou ce que vous mettez dans votre container que vous avez déjà, mais pour tout ce que vous achetez pour vous installer là-bas, oui, ça va fonctionner. Mais ça, vous nous contactez en message privé sur l'application et on reprendra le fil à ce moment-là. Donc, c'est des achats probablement récents qui ont été faits voilà, juste avant un déménagement. Bon, on a de temps en temps des demandes, alors on est réactif, à un moment on pensera peut-être à le faire de manière proactive, mais voilà, quand on nous pose la question, on le fait, et c'est souvent, ben oui, je pars en Afrique, j'ai acheté un frigo, une table, enfin j'ai tout acheté, et voilà, enfin, ou je vais tout acheter, donc oui, ça peut vite représenter des montants assez conséquents. Alors bon, je précise aussi que sur le site de Zaptax, parce qu'il y a une appli, mais il y a aussi un site internet, il y a quand même de très nombreuses réponses à toutes les questions qu'on peut se poser là dans la FAQ, les questions. Et donc, je pense que effectivement, c'est important lorsque on se pose une question concernant le Zaptax, son utilisation, d'aller jeter un coup d'œil parce que je pense dans 90% des cas, la réponse se trouve sur le site de Zaptax. Tout à fait, oui. Il y a une quarantaine de questions regroupées par catégorie, donc c'est assez complet, effectivement. Très bien, je pense que Claire, du coup, s'il y a d'autres questions qui viennent, vous pourrez aller voir sur le site ou contacter Zaptax directement, ils répondent toujours. Jean-Marie, un grand merci pour toutes ces réponses à ces questions, cette présentation du principe de la détaxe qui, encore une fois, tout le monde ne connaît pas. Et puis, encore une fois, je crois que la simplicité et l'efficacité de Zaptax est reconnue par tous ceux qui l'ont utilisé. Donc, on est très content de pouvoir en faire la promotion et de le présenter à ceux qui pourront en bénéficier. Voilà. Super. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. À très bientôt. Oui, Merci. au revoir. À bientôt. Au revoir.